Le vieux monde tarde à mourir, le nouveau monde tarde à paraître, et dans ce clair-obscur naissent les monstruosités. Antonio Gramsci. Voilà. C'est une phrase d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est le mec qui a théorisé la bataille culturelle. Et il a 2-3 citations assez stylées comme celle que je viens de faire. L'autre citation stylée de Gramsci, c'est il faut allier au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Voilà. Donc en gros, il a 2 citations et un concept qui s'appelle la bataille culturelle. Et en vrai, il y a un problème, c'est que bataille culturelle, tout le monde l'utilise en permanence et personne n'a lu Gramsci parce que Gramsci, c'est compliqué. C'est chiant à lire. C'est assez intello, quoi. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que Climax, pour le journal de l'Humanité, Climax qu'on salue, et l'Humanité qu'on salue, bien sûr, abonnez-vous à l'UMA. Excusez-moi, Climax a fait une vidéo de vulgarisation un petit peu sur qu'est-ce que c'est que la bataille culturelle. Faut-il être cool pour gagner la bataille culturelle en prenant le cas de Zoran Mamdani, le candidat victorieux à la mairie de New York, dont on a déjà parlé en long, en large et en travers sur ce live, quoi. Voilà. Lisez Découvrir Gramsci, les éditions sociales. Alors moi j'ai un livre pour découvrir Gramsci, non? Je l'ai pas là? Je ne sais pas ce que Parfois il c'est que traîne par Super ici. Profit. Mais oui, voilà, il y a des choses à lire pour découvrir Gramsci, mais en tout cas, Gramsci, c'est vraiment typiquement le truc de bataille culturelle. Tout le monde en parle, et en vérité, souvent, ce terme, il est utilisé à tort et à travers de manière un peu n'importe comment. Donc moi, je suis content qu'il y ait une vidéo qui nous permette de revenir un peu sur ce concept de bataille culturelle, tout en étant peut-être, en remettant un peu l'église au milieu du village, en expliquant concrètement ce que c'est que la bataille culturelle. Est-ce que c'est juste être cool sur Internet ? Ou c'est plus complexe que ça? Il me semble que c'est quand même plus complexe que ça, sachant qu'Antonio Gramsci, c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Et donc tout ça s'inscrit dans une théorie politique, d'ailleurs, de Gramsci, où il parle de guerre de position, guerre de mouvement, et en disant, pour faire la révolution, il faut préparer le terrain avant, et la bataille culturelle, c'est plutôt préparer à l'éventualité d'une révolution. Et donc tu fais la guerre de position avant de faire la guerre de mouvement, où là, tu sors de ta tranchée, une fois que tu as des bonnes positions, pour aller abattre l'ennemi, quoi. Vous voyez? Bref, en tout cas, c'est fort intéressant. Et donc, on va regarder tout ça. Voilà. Rien à voir avec un 10 grammes de shit. Non, rien à voir. Au fait, Ribo, j'ai vu vos capsules YouTube avec Luma. Je vous trouve vraiment complémentaires tous les deux. Continuez, c'est super. Merci beaucoup, Evilour. Merci beaucoup. Moi, j'aime vraiment bien aussi le format qu'on a. Franchement, je trouve ça propre, ça fonctionne bien, ça glisse tout seul. Le format est chouette et surtout, je prends du plaisir à le faire. Et ça, c'est peut-être le principal. Voilà. Pour comprendre Gramsci, je vous recommande Hégémonie et Révolution de Yohan Douai. Ah ouais? Ah putain, là, on a vraiment les gros cerveaux du chat, quoi. On a Onibaku, l'intellectuel organique de la classe ouvrière, c'est un concept de Gramsci aussi, ça, qui dit « Moi, je vous conseille, lisez Découvrir Gramsci, les éditions sociales ». Et on a Mourouza, le philosophe, agrégé de philosophie quand même, le philosophe qui nous dit « Moi, je vous conseille plutôt Hégémonie et Révolution de Yohan Douai ». Ah, quel chat stylé! Franchement, trop bien le chat. Voilà, c'est des gros cerveaux cool, quoi. En plus, je dis ça, mais Mourouza comme Onibaku, c'est des potes en vrai. Bref, voilà, petite reco. Petite reco de la part de Nibaku et Amuruza. Voilà. Et puis la débile, lisez la page Wikipédia. Merci Krone. Ah, merci, incroyable. Le 9 novembre 2025, à Paris, Manuel Bompard, le coordinateur de la France... Je vous mets le lien de la vidéo de Climax, bien sûr. Voilà. En plus, maintenant, je suis corpo, hein. Ça, c'est le journal de l'Humanité. Ça, on soutient entre collègues. Hein. Voilà, hop là. Même si la vidéo, elle est gaze, je dirais, elle est trop bien, la vidéo. Abonnez-vous. Parce que maintenant, je bosse aussi avec l'Uma. Soumise était l'invité... En vrai, avant que je bosse avec l'Uma, on regardait déjà régulièrement les vidéos de Climax. Et franchement, le format est vraiment sympa. Le 9 novembre 2025, à Paris, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, était l'invité de l'émission du service public Questions politiques. Et on sent que ça a bossé dur chez France Info, puisque au bout de quelques minutes, la journaliste Alix Bouillaguet pose une question très incisive, question qu'elle avait préparée. Attention, regardez, elle lit ses petites fiches. Donc la question c'était en mode genre alors Zoran Mamdani veut tuer tous les juifs du monde. Il a dit moi Zoran Mamdani veut exterminer les juifs dans le monde. Vous en pensez quoi, Manuel Bompard, vous qui êtes antisémite aussi? Voilà, c'est ça en gros, la séquence télé. On entend que vous... C'est pas toi qui avais interviewé Climax? Non. On a tous les deux participé à une table ronde à la fête de l'Uma sur la chaîne de l'Humanité. Mais c'était pas la même table ronde. Moi, c'était la table ronde avec Samo du Moicast et Dr Zoé de la Pas du Team sur Militer sur Twitch. Elle, c'était une table ronde où il y avait, si je dis pas de bêtises, avec Usul. Elle était à la table ronde avec Usul, non? Avec Usul et PA, je crois qu'elle était sur celle-là, où c'était l'humour et la politique. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu confonds. Voilà. On entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande... C'est Marion qui va. Il a jamais dit globalize l'intifada. Il a traîné dans des milieux où ça se disait, mais lui, il l'a jamais dit en tant que candidat à la mairie ou quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, globalize l'intifada, ça veut pas dire il faut tuer les juifs et lutter contre les juifs partout dans le monde. C'est littéralement faux. La guerre aux juifs partout dans le monde. La guerre aux juifs partout dans le monde. Ah, mais c'est ça que ça veut dire. Intifada veut dire guerre aux juifs. Intifada, ça veut dire soulèvement. C'est bien ça?
Ça veut dire soulèvement intifada, c'est tout. On lui demande de condamner le 7 octobre et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. Oui. Il n'a pas utilisé ce slogan. Il a évidemment condamné le 7 octobre. Aussi. L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Aïe. Vous pouvez lire. Elle s'est fait déglinguer. Hein. Ouais, après, il y a arrêt sur un match. Elodie Safaris, on en parlait il y a pas longtemps. Ah non, j'en parlais chez Diamond mardi. Très très bien, Elodie Safaris de Arrêt sur Image. Elle tweet pas mal aussi, donc si vous êtes des tweetos, n'hésitez pas à aller la follow. Donc ouais, ça a débunké et tout, et là franchement la séquence était absolument lunaire. Bon, Bompard a bien rétamé la journaliste, mais je veux dire, c'est quand même très très rare que ça arrive, et là même France Info a fini par faire un communiqué pour dire « Ah, on s'excuse, parce que là franchement j'avoue abuser l'autre journaliste, quoi. » Voilà, c'est dire. Le détail de cette erreur sur le site d'Arrêt sur Image, qui revient dans un long article sur le florilège de fulgurances du même genre faites par des gens qui en ont gros contre le nouveau maire socialiste de New York, Zoran Mamdani. Depuis, France Inter. Alors, sans rentrer dans les détails, moi ce que j'ai préféré, le pétage de cap de la droite que j'ai préféré à propos de Zoran Mamdani, c'est quand même le tweet de Marion Maréchal qui a dit « Avec Zoran Mamdani, New York risque de devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. » Voilà, je n'invente pas, elle a utilisé ce groupe nominal, précisément, ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Voilà le niveau, hein, le niveau d'en face. Hein. Est-ce que ça c'est de la bataille culturelle du coup ? Être le plus outrancier possible pour juste ramener vers toi le truc ? Je sais pas trop, moi j'avoue le concept de bataille culturelle, je pensais l'avoir un peu compris et je pensais la mener moi-même sur internet en rendant la gauche plus présente sur Twitch. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ça, la bataille culturelle, donc à voir. France Info ont publié un communiqué très discret pour dire que ok, j'avoue, c'est pas vrai, j'avoue, c'est tatillon quand même, hein. Mais alors on peut se demander pourquoi tant de gens s'acharnent sur Mamdani, parce que on est habitué aux accusations d'antisémitisme pour décrédibiliser la lutte pour la Palestine et à l'instrumentalisation de la Palestine pour décrédibiliser la gauche. Mais bon, New York, c'est loin quand même. C'est la plus grande ville des États-Unis. Il s'appelle Zoran Mamdani et il est musulman en fait. Je crois qu'il faut pas chercher plus loin que ça. Hein. Mais ça reste une élection locale. Le maire, il a. Indice, il est arabe. Il n'est pas arabe à proprement parler. Hein. Il est musulman, mais il n'est pas arabe. Non, il n'est pas de parents indiens, il a grandi en Ouganda, c'est pas ça. Il est musulman, mais il n'est pas arabe, Zoran Mamdani. C'est la même chose, tout ça. Non, il n'est pas arabe. Si. Wesh, mettez-vous d'accord. Il est arabe ou perçu comme tel. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est là que tu vois que la racisation, c'est aussi un truc qui se fait de l'extérieur. C'est la définition d'être racisé. Racisé, c'est le processus de racisation. Et en fait, c'est l'ordre social et racial, surtout dominant, qui décide pour toi ce que t'es, quoi. Donc voilà, si l'ordre suprémaciste blanc a décidé de l'extérieur que tu étais arabe, et Zoran Mamdani, en fait, il est arabe. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il parle arabe, donc on peut dire qu'il est arabophone, etc., etc. Enfin bon, bref. Oh, salut BAMF18. Bonjour BAMF18, alors je vais enlever tout de suite ce truc là parce que maintenant que je fais des capsules en fait ça passe pas au bot YouTube et on est obligé d'enlever les trucs, donc je le laisse très très rapidement juste comme ça pour pas que le bot capte que c'est une instru sur laquelle j'ai pas les droits. Bonjour BAMF18, comment ça va? Allez, tout le monde dans le chat dit bonjour à BAMF18, bonjour. Hop là, je le laisse pas trop longtemps parce que sans ça je vais me faire strike. Faut juste que je change la musique de fond et ça sera très bien. Voilà. Bon, en tout cas, Zoran Mamdani est-il arabe? Pour moi non, hein. On va juste aller sur Zoran Mamdani. Homme politique américain, membre du Parti démocrate et des Socialistes démocratiques of America. Jeunesse et formation. Il est né en Ouganda. Sa mère est la cinéaste indo-américaine Mira Nair, récipiendaire de Benjamin. Son père, Mahmoud Mamdani, est professeur à l'université Columbia aux États-Unis. Il est indo-américain du coup. Oh, il est citoyen du monde. Voilà. En tout cas, il sait parler arabe et il est musulman, quoi. C'est surtout ça. Aucun pouvoir sur la politique étrangère. En tout cas, de point de vue des racistes islamophobes français, il est perçu comme étant un arabe puisqu'il est musulman. Voilà, mais il ne l'est pas. Et sa campagne ne portait pas sur la Palestine, mais sur le coût de la vie. Alors, c'est quoi son problème à Alix Bouillaguet et aux autres? Pourquoi ils en veulent à Zoran Mamdani? Est-ce que ce serait pas parce que l'enjeu de son élection va bien au-delà de New York? Au-delà même des États-Unis. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce qui s'est joué dans cette élection. Et ça, grâce à Antonio Gramsci. Ouais. Et vous allez voir, l'histoire de New York, c'est aussi un peu la nôtre. Alors je suis d'accord, mais la vidéo aurait mieux fait de s'appeler « Comprendre l'élection new-yorkaise grâce à Antonio Gramsci ». Non, ça aurait été nul à chier comme titre. Mais c'est cool du coup ça. Meilleur titre celui-là. Allez, let's go. Le très bon générique. Est-ce qu'ils l'ont changé? Non, ça, ils ont laissé le même générique.
Forcément, en France, à quelques mois des municipales, alors que l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain, cet exploit intéresse beaucoup de politiques à gauche. Alors, quelle leçon en tirer ? C'est qui le Mamdani français ? C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Il a imposé une rupture au sein de son propre parti, il a gagné contre le perdant de la primaire qui s'est quand même présenté parce qu'il était soutenu par tous les milieux d'affaires et les potes de Trump. Et vu que tout le monde donne son avis sur Mamdani, je vais vous donner le mien. La victoire de Mamdani, c'est une leçon de bataille culturelle. Ok. Mais attention, pas parce qu'il fait des millions de vues sur TikTok, même si c'est vrai qu'il fait des bons TikTok, hein. Il est fort le con. Oui, en termes de, il va y en avoir des bouts de TikTok de Mamdani. En termes d'esthétique, Mamdani, il est trop. Enfin, sa campagne de communication, trop fort, quoi. J'ai l'impression que tu mates un film de Tarantino quand tu mates ses extraits. Et c'est aussi que le gars est cool, quoi. Le gars est cool et stylé. Effectivement. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est un peu posées après sa victoire. C'est juste parce qu'il est stylé, c'est juste parce que il est cool qu'il a gagné, ou est-ce que en fait c'est plus en faisant une campagne, une grassroots campaign pour le pouvoir d'achat et l'accès au logement des New-Yorkais, une campagne new-yorkaise faite avec des New-Yorkais pour des New-Yorkais. Probablement un peu des deux, hein, mais évidemment que le fait qu'il soit cool, le fait qu'il a une esthétique vraiment maîtrisée et stylée, qu'il ait une bonne tête et qu'il donne envie de voter pour lui parce que le mec est juste stylé de fou et objectivement cool, évidemment que ça a participé à la dynamique de sa campagne, évidemment que ça a participé à sa victoire. Donc là, c'est plus cet aspect-là qui sera analysé dans cette vidéo, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aspects qui étaient très structurants dans cette campagne, notamment les enjeux typiquement new-yorkais, quoi. Voilà. Mais au sens de Gramsci. Et je dis pas ça parce que c'est très important de bien comprendre Gramsci, mais parce que quand on parle de bataille culturelle, c'est souvent pour parler de la manière dont l'extrême droite l'utilise. Et ça, on le doit à Alain de Benoît, qui a l'air d'être un petit vieux sympa, mais qui est en fait un petit vieux pas du tout sympa. Non, c'est un genre de nazi, hein, si je dis pas de bêtises, Alain de Benoît. C'est un des rares idéologues intellectuels de l'extrême droite qui vraiment peut prétendre au rang d'intellectuel, il me semble. J'ai souvent entendu des gens dire ça. Dire il n'y a pas d'intellectuel d'extrême droite, bon à la limite il y a Alain de Benoît. Voilà. Sinon, c'est un peu le haut du panier de leurs intellectuels, mais du coup c'est un genre de nazi. Hein. Intellectuel d'extrême droite, c'est bon. Vaut mieux ne pas être un intellectuel quand on est d'extrême droite plutôt qu'un intellectuel d'extrême droite. Parce qu'intellectuel d'extrême droite, t'es en mode genre oui j'ai théorisé pourquoi les blancs sont supérieurs d'un point de vue civilisationnel. Et un souci avec ça, j'ai écrit 12 livres dessus. Non, moi je préfère encore un raciste de base con comme ses pieds plutôt qu'un intellectuel d'extrême droite parce que c'est vraiment effrayant quoi. Oui, mais il pique tous ses concepts à la gauche, il corrompt la pensée, il n'invente rien. Je te fais parfaitement confiance là-dessus, Amorusa, parce que voilà, j'ai un ami philosophe, donc je vais écouter ce que mon ami philosophe a à dire, en plus il est de gauche. Il est père de l'écofascisme, du gramschisme de droite, et par ailleurs, d'après sa page Wikipédia, il est membre d'une société à QI élevé. C'est hilarant, non ? C'est quoi ? C'est un zèbre ? Il fait partie des zèbres ? C'est ça ? Attendez. C'est drôle ça. Alain de Benoist. QI. Non, c'est Mensa France. Une société à QI élevé. C'est quoi ça, Mensa France ? Je veux en savoir plus. C'est un truc pour HPI ? Oh là là. Mensa est une organisation internationale dont le seul critère d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de 98% de la population à des tests d'intelligence. Elle fait donc partie de la catégorie des sociétés à QI élevé. Ouais, ça sert à quoi de faire ça ? C'est vraiment des gens qui se branlent entre eux en mode genre je suis extrêmement intelligent. Oh là là. Il y a besoin de faire partie d'un petit club comme ça pour savoir qu'on est intelligent maintenant. Pitié. Juste comme ça, si quelqu'un veut faire ma page Wikipédia, merci d'indiquer que je suis membre d'une société de meufs ultra bonnes. Ce gramschisme de droite a été repris par des gens tout aussi peu sympas, comme Jean-Marie Le Pen. C'est l'écrivain communiste italien Gramsci qui a écrit... C'est quoi cet extrait ? Quand on voit du Le Pen à l'ancienne, on oublie à quel point il était agressif ce fils de pute. C'est l'écrivain Gramsci qui disait « Je déteste les juifs et les arabes !» Waouh, le rouleau compresseur Le Pen, quoi. Il arrive et te hurle dessus des trucs de suprémacisme blanc. Waouh, laisse-moi tranquille, frérot. Laisse-moi tranquille. M'agresse pas. Il m'a fait sursauter quasiment. Attendez. Jean-Marie Le Pen. C'est l'écrivain communiste italien Gramsci qui a écrit « Les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales ». Oui, bon, il a pas... Ça me fait trop rire, ça, c'est la persona de Jean-Marie Le Pen, parce que là, il est claqué, hein, tant mieux. On oublie à quel point c'est ça le FN, il n'y a pas si longtemps, c'était ça le FN. Vraiment un espèce de vieux borne nazi qui arrive et qui fait « relire Adolf Hitler !» Wow. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il n'y a pas si longtemps, moi quand j'étais jeune, c'était encore ça le FN, quoi. Et là maintenant, c'est Bardella qui arrive en mode genre...
non, je suis plus un Nicolas Sarkozy qu'un Jean-Marie Le Pen. Genre, oh là là, du coup, ça me fait rire de voir ça, juste cet extrait, revoir cet extrait. Vaut mieux rire qu'en pleurer, mais genre, la façon de parler et tout, c'est waouh. Qui a écrit « Les victoires idéologiques précèdent les victoires avec la réverb et tout, genre, c'est vraiment en mode... Ouais, un genre de nazi, quoi. Oui, bon, il a pas fait trop d'efforts non plus, hein, mais comme vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît les Attends, communistes. t'as fait t'étouffer, Fly for a cacti. Ah merde, faut pas manger des gnocchis en t'écoutant faire des imitations de Le Pen, c'est dangereux pour la santé. Pardon. Excuse-moi si tu t'es étouffé dans ta gnocchi, j'espère que ça va. Bon, bref. Ils ont tous un nom qui finit par ski. Trotsky, Gramsci, Mamdansky... Ou Nicolas Sarkozy, tiens donc, qui en 2007 disait... Je ne mène pas une bataille politique, mais une bataille idéologique. Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. Mais c'est pour ça que moi je suis en mode... Ah, je suis content qu'il y ait une vidéo qui tente de vulgariser un petit peu Gramsci, parce que vraiment, c'est le genre de penseur où tout le monde se réclame plus ou moins de lui. Et j'ai l'impression que personne n'a vraiment réellement bité ce qu'il raconte, quoi. C'est quoi, c'est en mode... Le pouvoir se gagne par les idées. Il faut rendre ses idées séduisantes et majoritaires. C'est juste ça la bataille culturelle. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi j'aimerais qu'on m'explique très concrètement ce que c'est que le terme de intellectuel organique de la classe ouvrière. Parce que ça c'est vraiment un terme de Gramsci que je trouve stylé. Intellectuel organique de la classe ouvrière. Mais j'arrive pas à avoir d'exemple en tête. Qui pourrait être un intellectuel organique de la classe ouvrière ? Moi ? Les streamers, on n'est pas des intellectuels organiques de la classe ouvrière. Parce que bon, bourgeois, pas bourgeois, boutiquier, bon, au final, est-ce qu'on serait pas tous des intellectuels organiques de la classe ouvrière ? C'est mieux, non ? Comme ça, on est tous contents, non ? Bref, non, oui, normalement, c'est des ouvriers qui, justement, pas s'accaparent, mais se font eux-mêmes, se merde, je trouve pas l'expression. Se font leur, pardon. Se faire mienne, se faire tienne, bref. C'est des ouvriers qui se font les idées intellectuelles marxistes, qui s'approprient les idées marxistes pour mieux les véhiculer, voire même les théoriser eux-mêmes. Ouais, ça serait Besancenot. Nicolas Framont, ouais. Mais je sais pas, en vrai je sais pas, parce que justement, quand tu regardes ce que c'est que le truc de bataille culturelle et les concepts de Gramsci, intellectuel organique de la classe ouvrière, t'as l'impression que c'est des intellectuels de gauche qui n'ont pas fait des grandes études. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plus compliqué que ça, Gramsci. Voilà, c'est pas des individualités, les intellectuels organiques. C'est ça, c'est plus complexe que ça. Et ça résume bien un peu le rapport qu'on a à Gramsci. Vraiment, on ressort parfois des éléments de langage qui sont des versions complètement édulcorées et pas vraiment fidèles à la réelle pensée de Gramsci, quoi. Voilà. Donc même moi, je participe en demandant ça, mais du coup, j'ai l'impression qu'on est un peu tous à la ramasse sur ce que les termes de Gramsci veulent dire. Donc, c'est quoi la bataille culturelle ? Le pouvoir se gagne par les idées. Parce que Sarkozy, bon... Les idées, oui, bien sûr. Mais avant d'être un élément de langage pour tout ce petit monde, la bataille culturelle, c'était un concept bien de gauche, bien plus intéressant que ça, et très important. Notamment parce qu'elle permet de répondre à la question à 1000 €, mais pourquoi les gens, ils sont pas de gauche, alors que c'est leur intérêt, les cons ? Ok, petit... Oui, parce que c'est plus l'hégémonie culturelle, c'est la bataille pour l'hégémonie culturelle, plus que la bataille culturelle, normalement. Moi, une fois, j'avais un peu entendu parler de Gramsci, c'est l'époque où j'étais encore pote avec mon pote de lutte ouvrière dont je parle souvent. Et lui, c'est un marxiste, c'est un léniniste à l'ancienne, c'est lutte ouvrière, quoi. Et du coup, j'avais parlé de Gramsci en mode genre, oui, mais regarde, ce concept de bataille pour l'hégémonie culturelle, je trouve ça super intéressant. Moi, c'est peut-être plutôt ça que j'aimerais faire, plutôt qu'aller tracter devant des usines à des ouvriers alors que je suis un petit bourge. Vous voyez ? Il m'avait répondu, ah, Gramsci, c'est pas inintéressant, mais il a une mentalité de perdant parce qu'il a écrit toute son œuvre dans les geôles fascistes et du coup, il est en mode de toute façon, on a perdu, la révolution ne pourra pas être victorieuse. Il est mort dans les geôles fascistes sans avoir vu vraiment la révolution, quoi. Ok. La hot take bizarre. Voilà, ne jamais parler de Gramsci à un trotskiste. Exactement. MDR solide. Après, je vois l'argument, hein. Mais c'est en mode quoi, cette idéologie de loser, mais c'est pas avec Gramsci qu'on va faire la vraie révolution, quoi. Non, c'est pas le loser, il était en prison chez les fascistes, mais c'est plus en mode ses conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire mourir dans les geôles fascistes et ne pas avoir vu la révolution advenir en Italie, ça a coloré sa pensée et il s'est dit le monde n'est pas prêt pour la révolution, alors que selon mon pote trotskiste, bah, lui il est en mode si, le monde est prêt pour la révolution, quoi. Bref, peu importe, mais je trouve que c'est un peu rigolo comme interaction. Ne jamais parler à un trotskiste, arrêtez. Ancien trotskiste, ça vous va ? Moi j'aime bien les trotskistes, arrêtez. Point théorique. Antonio Gramsci, c'est un penseur marxiste italien du début du XXe siècle, un des fondateurs du Parti communiste italien. Oui. Pour lui, ce qu'on Il appelle était d'ailleurs secrétaire national à un moment donné du Parti communiste italien. Voilà.
Aujourd'hui, la bataille culturelle, c'est vraiment le cœur de la lutte politique, la bataille pour l'hégémonie. L'hégémonie, chez Gramsci, c'est la manière dont un groupe dirige la société en obtenant le consentement des autres groupes. Ce consentement, c'est pas seulement le fait de croire à une idéologie, c'est plus profond, c'est tout un ensemble... C'est pas Gramsci sur cette émote, c'est Johan Chapoutot. D'habitudes, de pratiques, de valeurs, de manières de voir le monde qui finissent par sembler normales, évidentes, naturelles et qui font tenir... Attendez, quelqu'un doit défendre l'honneur de Lutte ouvrière. Merci. C'est mon pote, parfois il est un peu zinzin. Je dis pas que c'est la ligne de Lutte ouvrière. Je suis à Hello depuis 15 ans. On lit Gramsci, c'est pas du tout ce que Ribot dit, la position sur les écrits de Gramsci. C'est la position de mon pote. Mais mon pote, il aimait trop vouloir convaincre et quand je lui disais un truc qui allait pas dans son sens, il disait... Et parfois il était de mauvaise foi, tu vois. Mais oui, j'ai pas dit que c'était la position officielle de Lutte ouvrière. J'ai dit, c'est ce que m'a dit mon pote de Lutte ouvrière. Il m'avait quand même dit, non mais c'est intéressant Gramsci, mais c'est pas la stratégie gagnante à mes yeux. C'est un truc en mode, il estime que c'est pas possible, il part déjà perdant. C'est ça qu'il m'avait dit, quoi. Voilà, c'était la critique qu'il avait à en faire. Mais je dis pas que c'est la position officielle de Lutte ouvrière. De toute façon, Lutte ouvrière, de manière générale, ils lisent tous les penseurs marxistes. Voilà, bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, jusqu'à une certaine époque, ils lisent à peu près tous les penseurs marxistes. Évidemment qu'Antonio Gramsci est considéré comme un camarade officiellement par Lutte ouvrière. Hein, voilà. Mais merci de le redire, Silas The Red. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, là, du coup, je fais un peu passer les Trotskars pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Force à vous, Hello. Mais oui, ok. Dans nos sociétés capitalistes, la bourgeoisie fabrique... De toute façon, voilà, exactement, Billy Bob la flûte. Hein, de tous les cas... Si tous les trotskistes étaient d'accord entre eux, ça se saurait. Donc voilà, évidemment. Ce qu'a dit mon pote, il n'a pas parlé au nom de tous les trotskistes, parce que les trotskistes, c'est les premiers à pas être d'accord entre eux. Et c'est très bien, parce que c'est une approche assez intellectuelle, finalement, de la politique et de haut niveau. Et moi, j'aime bien. Voilà. Et entretient ce consentement. Viens la fête de Hello à la Pentecôte après le Val d'Oise, c'est très cool. Par contre, moi, je vous adore, Hello, et je vais souvent à la fête de Hello. Hein. Mais vraiment, c'est toujours ça. C'est la troisième personne de Hello dans le chat depuis l'histoire de ce live. Et à chaque fois, vous faites la pub pour la fête de Hello après. Mais je vais faire la pub pour la fête de Hello après. Parce que moi, j'adore la fête de Lutte ouvrière après. Je trouve ça vraiment chouette. Il y a une ambiance super chouette, quoi. Il y a vraiment une ambiance super cool. C'est familial. C'est pas en mode gros stuff, gros alcool, etc. C'est vraiment ambiance familiale. Je trouve qu'il y a un côté où il fait bon vivre à la fête de Hello. Il y a un côté où c'est en mode... Le monde est doux ici. Ouais, banger. Et en termes de nourriture, c'est incroyable. C'est là où j'ai mangé des huîtres pour la première fois de ma vie, au stand de l'huître ouvrière. Voilà. C'est comme la fête de l'UMA, ça donne envie d'y aller quand même. Mais c'est assez différent. C'est assez différent de la fête de l'UMA. La fête de l'UMA, c'est beaucoup plus un festival, quoi. La fête de l'eau, c'est vraiment, il y a ce côté fête, c'est plus familial et c'est moins axé sur la musique et tout, quoi. Voilà. Bref. À travers l'État et les institutions. L'autoriser à la fête de Hello, mais bien sûr, non mais arrêtez avec ça, franchement vous en faites des tonnes, genre. Allez à la fête de Hello, vous allez voir que c'est pas que des blancs de 70 ans la fête de Hello, typiquement. Voilà. L'administration, l'école, les médias, l'église, tout ça. Mais pour que ça fonctionne, elle doit faire des compromis. Je finis là-dessus, hein, parce qu'on parle de ça, désolé. C'est pas que Hello est un parti islamophobe ou raciste. Ils sont pas islamophobes ou racistes, Hello. C'est juste qu'ils sont un peu class first au sens où ils pratiquent un espèce de réductionnisme de classe qui crée des angles morts. Mais moi, je trouve que dire c'est un parti raciste ou c'est un parti islamophobe, faut pas bien connaître ce parti pour le dire. Voilà. Donc stop avec ça, c'est bon. Un ensemble dites que c'est un parti de profs blancs, class first à la limite, mais dites pas raciste ou islamophobe. En tout cas, ça c'est faux pour le coup. C'est grossir le trait d'une manière qui que moi je réfute. Voilà. Bon allez, bref. On reprend, donc la bataille culturelle, oui. Ce consentement, c'est pas seulement le fait Attendez, de vous savez quoi, croire... j'ai tellement pas suivi avec toutes ces histoires qu'on va remonter quelques secondes en arrière pour revoir ça et respecter un peu la vidéo. Je vais fermer ma gueule et écouter, parce que là je suis en train de pas suivre. Désolé, c'est les débats... Voilà, mais c'est toujours ça avec les trotskistes. On est là, on commence à parler, tatati, tatata, et ça finit en débat, je suis plus la vidéo. Voilà, c'est qu'on est comme ça entre trotskistes. Toujours à se prendre la tête. Anti-religieux, oui voilà c'est ça, ils ont un côté anticlérical, athée, à l'ancienne que moi je trouve un peu suranné, mais ils sont pas ni racistes ni islamophobes, contrairement à ce que parfois on peut lire sur les réseaux sociaux. Après c'est un peu des blagues et du shitpost, mais moi ça m'énerve en vrai. Voilà. Allez. Ok, petit point théorique. Antonio Gramsci, c'est un penseur marxiste italien du début du XXe siècle, un des fondateurs du Parti communiste italien. Pour lui, ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille culturelle, c'est vraiment le cœur de la lutte politique, la bataille pour l'hégémonie. L'hégémonie, chez Gramsci, c'est la manière dont un groupe dirige la société en obtenant le consentement des autres groupes. Ce consentement, c'est pas seulement le fait de croire à une idéologie, c'est plus profond, c'est tout un ensemble d'habitudes, de pratiques, de valeurs, de manières de voir le monde qui finissent par sembler normales, évidentes, naturelles et qui font tenir une société. Ok, oui donc c'est pas faire des blagues sur internet pour essayer d'être cool en vrai, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. L'intro de Blue Velvet,
Film de David Lynch, culte. Il est vraiment bien. J'ai pas vu tous les Lynch, loin de là. Il faudrait que j'en mette quelques-uns. C'est lequel là, celui qu'il faut que je vois absolument là? Mulholland Drive, apparemment, il est incroyable. Et Blue Velvet, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Grosse claque dans la gueule, film excellent. Et cette scène d'intro de Blue Velvet est devenue culte de chez culte par la suite. C'est vraiment, il te montre une petite banlieue pavillonnaire bien proprette où il a l'air de faire bon vivre, comme des bons Américains. Et pourtant, le film est atroce et que tu vois que derrière ce vernis, et en fait, non. Donc ça commence où ça te montre bien propre, puis t'as une musique qui est toute mignonne et qui devient de plus en plus angoissante, et à la fin ça finit sur un cadavre qui montre que derrière ce vernis, derrière ce truc où semble beau, se cachent des choses sombres, des monstruosités. C'est Blue Velvet, le nom du film. Vrai film culte, voilà. Dans nos sociétés capitalistes, la bourgeoisie fabrique et entretient ce consentement à travers l'État et les institutions, l'administration, l'école, les médias, l'église, tout ça. Mais pour que ça fonctionne, elle doit faire des compromis, par exemple avec des politiques sociales, pour que les gens continuent à accepter l'ordre existant. L'État, pour Gramsci, c'est l'hégémonie cuirassée de coercition. C'est une très jolie manière de dire que lorsque des gens commencent à prendre le mot démocratie un petit peu trop au pied de la lettre, l'État leur envoie la police sur la tronche. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Le problème, c'est que si... Aïe, 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 aïe. L'État, c'est quoi le terme là? Cuirassé? Ça fait penser à ce truc de violence légitime, mais l'État c'est la violence légitime, c'est pour l'État de droit. Oui. Dès que ça chauffe pour votre cul les bourgeois, vous utilisez l'État comme votre outil de domination sur la classe travailleuse, sur la classe ouvrière, n'est-ce pas? Allez, je mets le filtre, j'en ai marre. Ah bah l'État bourgeois, outil de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Cela dit, l'État en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a un rôle ambivalent car c'est aussi un peu l'État-providence, c'est le garant de certains droits et de l'application du code du travail, mais c'est aussi avant tout l'outil de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Voilà, et Gramsci en tout cas, lui c'est un lourd marxiste solide des années 20, donc il était que de cet avis-là. L'État c'était que l'outil de domination de la bourgeoisie sur le prolétariat et pas le reste. Mais en France, c'est vrai que il y a un truc ambivalent dans l'État au sens où c'est pas que ça, ce n'est plus que ça l'État, c'est aussi d'autres trucs. Voilà. Je ne l'élaborerai pas. Le problème, c'est que si l'État... L'hégémonie cuirassée de coercition, ok. Parce que moi, je connais le terme outil de domination de la bourgeoisie sur les travailleurs, mais outil d'hégémonie cuirassée de coercition, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. mise trop sur la force. Je suis tombé sur ce stream par hasard et je ne regrette rien. Carotte révolutionnaire, bah ouais, lâche ton follow. Ah bah si tu parles dans le chat, c'est que t'as déjà follow. N'hésitez pas à offrir un sub à Carotte révolutionnaire, bien sûr, pour fidéliser la clientèle. Wink. Plus assez sur le consentement, ça finit par craquer. C'est ce que Gramsci appelle une crise organique. Les gens n'y croient plus, l'ancien ordre ne tient plus et il n'y a pas encore de projet alternatif clair. Et dans ces moments-là, le risque, c'est la montée du fascisme qui vient combler le vide quand la gauche n'a pas réussi à imposer sa propre vision du monde. Voilà. Et quand il parle de fascisme, Gramsci, c'est de quoi il parle, parce que c'était à l'époque de Mussolini, ça là. C'était au moment où le parti fasciste, littéralement, c'était pas les fachos, c'était le parti fasciste de Mussolini. Ça vient de là le terme fasciste. C'était le vrai parti fasciste qui arrivait au pouvoir et qui l'achetait en prison en qualité de des leaders de l'opposition communiste et socialiste, quoi. Voilà. Le fameux clair-obscur. Voilà. Effectivement. Quand le vieux monde tarde à apparaître et quand le nouveau monde... Non, quand le vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde tarde à apparaître, dans ce clair-obscur, dans ce fameux clair-obscur, naît les monstruosités. Le fascisme, quoi. Autant dire qu'aujourd'hui, on est en plein dedans, en France, aux États-Unis et dans plein d'autres pays. C'est pour ça que la victoire de Mamdani, elle est si importante. C'est que, à son échelle, il a réussi à imposer un projet alternatif. Ce que le Parti démocrate échoue à faire depuis... Ça tombe bien parce que New York... Oh, depuis Franklin Delano Roosevelt, on peut remonter à ça, les années 30. Parce que c'est quoi... Ah non, je crois qu'il y avait un démocrate qui était pas le plus pourri de la Terre dans les années 70. C'est qui? C'est pas Jimmy Carter qui était moins pourri que ses successeurs? Ou je confonds tout, hein. Ça se trouve j'ai sorti un nom au pif et ça se trouve je viens de sortir une énormité. Il y avait pas genre le dernier démocrate avant Reagan, c'était pas encore un tout petit peu de gauche et puis c'est vraiment après que ça s'est barré en couille? Non? Ah ouais, il y avait Al Gore, c'est vrai qu'Al Gore après Al Gore il a perdu face à Bush, mais c'est vrai qu'Al Gore au moins a parlé d'écologie et a amené un truc qui était nouveau au sein du Parti démocrate en parlant d'écologie, quoi. Voilà, une vérité qui dérange. Tout ça, l'amour sport. Mais sinon, à FDR, Franklin Delano Roosevelt. Le dernier démocrate, c'est pas un film.
Geronimo. Non, Roosevelt, il était bien. C'était un bon démocrate. Voilà. Mais sinon, depuis, effectivement, il n'y a pas eu de vraie contre-proposition. Et Roosevelt a gagné avec une vraie contre-proposition par rapport à l'ultralibéralisme des années 20 qui avait mené au krach boursier et puis à la crise qui a suivi. Et c'était vraiment en mode des personnes qui mouraient de faim. C'était chaud. Et ben, il est arrivé en mode genre, ok, on va faire un programme politique de relance keynésienne. Let's go. On va relancer la machine avec des investissements massifs de l'État au lieu d'être dans une forme de laisser-faire, quoi. Et avec aussi toute la taxation qui va avec, quoi. Donc il a eu une vraie contre-proposition économique à même de sortir le pays du marasme dans lequel il était inscrit. Donc oui, déjà, si on prend, voilà, c'est le New Deal, c'est ce qu'on appelle le New Deal. Si on prend Roosevelt comme exemple, bah oui, Roosevelt, en tant que démocrate américain, a gagné et s'est fait réélire 2 fois. Hein. À l'époque, on pouvait faire 3 mandats, il a fait 3 mandats à Roosevelt, avec une vraie contre-proposition, justement. Pas juste en disant « Oh là, je suis mieux que les républicains, élisez-moi !» Voilà. Et il me semble que FDR, Franklin Delano Roosevelt, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est genre le président de la République américain, parmi les plus populaires de l'histoire des États-Unis. Encore maintenant, tu demandes à un Américain leur avis sur Roosevelt et tout le monde aime Roosevelt, quoi. Voilà. C'est un peu leur Jaurès à eux. Tout le monde se réclame de Jaurès en France. Et ben eux, Roosevelt, il a un peu mis tout le monde d'accord, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, il avait une vraie contre-proposition politique. Mais c'était pas de l'ordre du culturel, pour le coup, c'était purement économique, quoi. Voilà, enfin, du peu que je connais. JFK a skip aussi, mais il a perdu sa tête. Oui, voilà, oui, bon, ouais. Ça tombe bien parce que New York, c'est un super exemple pour voir concrètement comment les classes dominantes arrivent à faire accepter des Mamdani le kiffe. Il a pris une photo devant son portrait quand il allait à la Maison Blanche. Mais oui, à un moment donné aussi, on leur a demandé c'est qui la grande figure de la politique américaine. Non, c'est peut-être même c'est qui votre président préféré dans l'histoire des États-Unis. Et Mamdani avait répondu FDR, Franklin Delano Roosevelt. Il me semble que Cuomo, il avait botté en touche. Et le dernier, là, Zvlika, là. Il a répondu « Je me suis fait poignarder en 1971 dans les rues de New York. Après 2 semaines d'hôpital, je suis parti au Vietnam. » Il a répondu ça. Je ne sais pas ce non, que c'est. J'exagère, je mélange tous les mêmes. Mais non, il avait répondu Reagan, je crois. Voilà. Merci Leto FR, merci beaucoup pour ton 2e mois. Énorme, merci. Mais oui, normal que Mamdani kiffe Franklin Delano Roosevelt parce que tous ceux qui sont un peu socialistes à l'heure actuelle aux États-Unis, ils se réclament parfois de Franklin Delano Roosevelt et du New Deal. Hein. Voilà, c'est pareil pour AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, ou pareil pour Bernie Sanders. Voilà. Un super exemple pour voir concrètement comment les classes dominantes arrivent à faire accepter des politiques qui leur profitent surtout à elles, au détriment des autres. Bref, un bon cas pratique pour comprendre comment ça marche, la bataille culturelle de ce bon vieux Gramsci. New York est la fabrique du consentement. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Dans les années 70 à New York, c'est la crise. C'est la crise économique, le contexte social est explosif, la criminalité augmente. Et à l'époque, l'idée partagée par la plupart des gens, c'est qu'une crise comme ça se règle avec plus de dépenses publiques, pour développer les services publics, par exemple. Oui, je sais, ça a bien changé. Sauf que le président républicain de l'époque, Richard Nixon, les services publics, c'était pas trop son truc. Et non, la droite, ils aiment pas trop les services publics. Dès qu'un truc est public, sauf l'armée éventuellement, et la justice parce qu'ils ont pas trop le choix, dès qu'un truc est public, ils disent « Ah, ça serait mieux si c'était privé en vrai. Hein. » Comme ça, il y aurait moyen de se faire de la thune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. La droite préfère le privé au public systématiquement parce que pour eux, c'est des marchés en plus, c'est des possibilités d'investissement en plus et de se faire de la thune. Voilà. Donc il a juste dit que y avait pas de crise. Hein. Une crise. C'est-à-dire, il n'y a pas de crise ici, non. Si, il y avait... Et là, en 1975, alors que la ville était au bord de la faillite, les banques d'affaires vont tout simplement refuser de couper. Puis ouais, New York au début des années 70, économiquement c'était compliqué. Hein. J'ai souvent parlé de la série The Deuce, une série de David Simon. David Simon, c'est le mec qui a fait The Wire, je parle tout le temps de The Wire. Mais il a fait une autre série qui s'appelle The Deuce, et ça se passe à New York, et du coup justement il parle de gentrification et tout un tas de choses comme ça. La première saison c'est au tout début des années 70, la saison 2 c'est fin des années 70, et la saison 3 c'est dans les années 80. Et incroyable série. Ça parle de prostitution, puis de pornographie. Et c'est trop cool. Ouais, il y a James Franco dedans, il y a Maggie Gyllenhaal et plein d'autres gens. La musique est trop stylée. C'est David Simon. Franchement, la série est incroyable. Incroyable. Donc, n'hésitez pas. The Deuce, David Simon. Trop bien. Et tu vois justement ce New York du début des années 70. En plus, ça se passe dans le quartier qui s'appelait The Deuce à la base. The Deuce, ça veut dire l'urinoir. C'est le nom, c'est la traduction, c'est l'urinoir. Et en gros, ce qui est devenu Times Square par la suite, qui est vraiment l'endroit de New York en mode qui est ultra hype, quoi. Et avant, ce quartier-là s'appelait l'urinoir parce que c'est l'endroit où il y avait les putes, que des gens pauvres et il y avait de la criminalité. Et du coup, on appelait ça l'urinoir, quoi. C'était l'endroit malfamé de New York. Et après, ça a été gentrifié et c'est devenu par la suite Times Square, qui est le contraire de l'endroit malfamé de New York, avec une forme de gentrification et de repousser les marginaux et les pauvres
vers l'extérieur, quoi. Donc allez mater cette série si ça vous intéresse. La série est incroyable et ça retransmet très très bien ce New York des débuts des 70 un peu crasseux et un peu coupe-gorge, quoi. Voilà. Et la bande originale est très Rebo-compatible. Tout à fait, la bande originale est super cool. Notamment, c'est du Curtis Mayfield, le générique de la saison 1. Et le générique de la saison 2, c'est trop bien aussi. C'est This Year's Girl, trop bien. Allez-y les yeux fermés. Bref, ok, donc oui, comment sortir New York de la crise ? Au bord de la faillite, les banques d'affaires vont tout simplement refuser de couvrir la dette de la ville pour imposer leur gestion financière, sans aucun appui démocratique, bien sûr. Ils ont imposé d'utiliser l'argent public, non pas pour faire fonctionner la ville, mais pour enrichir leurs actionnaires. Ah, c'était la crise pour tout le monde, mais pour eux, c'était le coup de poker. C'est ce que le géographe David Harvey, toujours un petit vieux, mais cette fois très sympa, appelle un putsch des institutions financières. Et ça a extrêmement bien marché. Alors pas pour tout le monde, certes, pas pour les nazes comme vous, mais ça a marché pour un brillant jeune homme d'affaires ambitieux qui a su saisir cette opportunité pour lancer sa merveilleuse carrière. What was the economic situation in New York back then? The economic conditions in the country at that time were not very good, so I guess you could say that we did take a risk, a chance. Donc bravo. Trump. C'est vrai que Trump, il est New-Yorkais à la base. J'ai oublié ça. Trump, c'est un vrai New-Yorkais à la base. Et la Trump Tower, c'est un des gratte-ciels de New York. C'est un des milliardaires de New York, quoi. C'est pour ça, quand il a reçu Mamdani, il lui a parlé un peu bizarrement, qui était en mode genre « Oh, I wish I were the New York City mayor. I wish I was you. » Je pense qu'il peut avoir une forme de respect envers le maire de New York en tant qu'ancien New-Yorkais, quoi. Et il a un peu le seum parce qu'il l'a dit dedans en le recevant en mode genre ah, moi j'aurais bien aimé être maire de New York, j'avoue, ça fait partie des choses que j'ai pas fait en politique que j'aurais bien aimé pouvoir faire. Bon, le mec a été 2 fois président des États-Unis, il a un peu les yeux plus gros que le ventre, quoi, mais il a dit I wish quoi, et, enfin je l'ai mal fait, mais il a dit en mode j'aurais bien aimé être maire de New York par le passé, genre en mode I wish I could have been mayor of New York, quoi. Bref, voilà. Du coup j'ai essayé une imitation de Donald Trump improvisé sur une phrase où on utilise l'imparfait du subjonctif. Je me suis un peu foiré, quoi. Bravo d'avoir sauvé la ville et le pays et le monde. Ce putsch financier à New York, ça a été un modèle pour l'instauration du système néolibéral à partir des années 80 aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. C'est en partie à cause de cette histoire qu'aujourd'hui, en France, on donne 211 milliards d'argent public aux entreprises sans contrepartie pour qu'elles filent à leurs actionnaires qui payent 2 fois moins d'impôts que vous et moi, et que toute la classe politique nous dit sans sourciller que de leur faire payer leurs impôts, ce serait antidémocratique et qu'on va précipiter la France dans l'abîme parce qu'ils vont pas gagner 250 milliards mais 220 milliards l'année prochaine. Pardon, je m'emporte. Parce que ce hold-up de la finance à New York, ok, ça a marché, mais pour imposer ce modèle partout ailleurs, ça pouvait pas reposer sur des putschs partout et permanents. Il fallait le consentement de la population. Gramsci, hégémonie, tout ça. Alors les milieux d'affaires ont dépensé beaucoup d'argent pour diffuser leurs idées par le biais de think tanks qui ont été créés pour instiller les thèses néolibérales partout, dans les facultés d'économie, dans les business schools qu'ils finançaient, dans la presse, dans les institutions internationales comme le FMI. Les idées, elles ont infusé dans tout le monde social, dans la vie quotidienne, à la télé, dans les fonctionnements des services publics, dans les valeurs et dans les lieux communs. Il faut rembourser la dette. Les progrès techniques vont résoudre tous nos problèmes. Likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à l'Humanité. Le Parti républicain est devenu une machine... Les think tanks de droite, c'est un cancer, c'est grave, oui. Oh oui. Oh oui. Ah non, c'est vraiment l'enfer. Hein. Vraiment l'enfer. Les think tanks, c'est toujours des trucs ultra-libéraux qui visent à faire de la propagande libérale et ça leur permet en plus d'aller sur des plateaux télé et se dire « Mais non, mais moi je suis un intellectuel, regardez, j'ai un think tank !» Ils sont dedans et c'est juste pour faire de la propagande pour le patronat et pour l'économie de marché et pour la dérégulation. C'est systématiquement ça, les think tanks, quoi. Et le poids que ça peut avoir... c'est chaud, hein. Et Think Tank, c'est aussi un album de Blur qui date de 2003, quelque chose comme ça. J'adore cet album. Surtout le morceau Ambulance, qui est le premier de l'album, qui est magnifique. On l'écoutera après, peut-être. Je suis d'humeur à streamer, là. Je suis d'humeur à faire un gros stream de porc, là. Si j'avais une bouteille de vin, on aurait pu finir en soirée karaoké. Au service des milieux d'affaires, et Ronald Reagan a été élu en 1980 en défendant leurs intérêts financiers et en dynamitant tous les conquis sociaux. Le socialisme s'est dépassé. Et voilà, par exemple, il y a l'IFRAP comme think tank assez connu en France, think tank ultra-libéral, donc c'est une espèce de pseudo-organisation où il n'y a rien dedans, mais ça permet à Agnès Verdier-Molinier, qui est vraiment elle une meuf qui a grandi dans un château, hein. Elle fait partie de la bourgeoisie avec un grand B, et c'est vraiment une ultra-libérale, elle veut tout privatiser, et en gros le fait d'avoir un think tank, où elle est quasiment toute seule dedans, ça lui permet d'avoir accès à des plateaux télé. Elle a quand même interviewé Macron. Macron, il avait fait un truc en mode la grande confrontation
avec les Françaises et les Français. Il y avait plein de gens qui m'avaient interviewé, rappelez-vous, Salomé Saké, Thibaut InShape, mais aussi Agnès Verdier-Molinet, ultralibéral, qui veut rétablir l'esclavage pour pouvoir avoir 2 châteaux avec sa famille au lieu d'un seul château. Voilà. Vous en souvenez peut-être. De la Britpop, Ribot et la Géchamp. J'ai toujours été fan de Blur. On a toujours écouté du Blur sur ce live. Si vous êtes sage, on en écoutera un peu à la fin du live. Voilà. Financier et en dynamitant tous les conquis sociaux. Le socialisme s'est dépassé, le communisme c'est les méchants, vive l'entreprise. Pendant ce temps, le Parti démocrate, qui a toujours été à peu près aussi anticapitaliste qu'une bouteille de Pepsi, ne pouvait pas se permettre de se mettre à dos les entreprises capitalistes qui les finançaient, eux aussi. Et ils n'ont pas tardé à défendre ce nouveau modèle dominant, en essayant juste d'avoir l'air un peu plus cool. Et un peu plus progressiste aussi. C'est la seule vague différence qu'il peut y avoir entre... Il n'y a pas de différence économique de fond entre le Parti démocrate, en tout cas entre l'establishment démocrate, justement, même Dany, c'est pas l'establishment démocrate, c'est les Democratic Socialist of America, et en gros, ils font presque de l'entrisme chez les démocrates, quoi, vu que c'est un système bipartiste. Bref, peu importe. Mais oui, donc les différences qu'il peut y avoir entre le Parti démocrate et le Parti républicain, c'est sur certains trucs. Mais c'est certainement pas, par exemple, sur le modèle économique de l'hégémonie capitaliste, quoi. Voilà, l'hégémonie de l'idéologie capitaliste, elle va des républicains aux démocrates, mais à égalité, de la même manière. Par contre, oui, les démocrates sont un peu moins racistes, un peu plus progressistes, quoi. Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Il n'y a pas de vision de classe dans la gauche américaine. Et c'est justement ça le problème. What's up, fam? Il est incroyable ce sketch. You know this. Keith Williamson. Nice to meet you. Et pendant un moment, ça... Ouais, c'est un mème super connu, du coup, où chacun le reprend à son compte et puis met des différents trucs où les personnages représentent différentes choses. Il est super drôle cet extrait. Keith Williamson. Nice to meet you. Et pendant un moment, ça a vraiment fonctionné. Les gens y croyaient. Beaucoup ont adhéré à cette nouvelle gauche. Les milieux d'affaires avaient imposé leur hégémonie. Et oui. Sauf que, sur la longue... Mais ça, du coup, ouais, c'est marrant, du coup, de parler de cette fameuse période néolibérale par l'angle de la bataille culturelle et par l'angle d'Antonio Gramsci, quoi. Parce que moi, souvent, je parle de ça, mais je pense pas à cette histoire d'hégémonie culturelle. Moi, je dis en mode, c'est l'effondrement de l'idéal socialiste, avec... parce qu'en gros, à la fin des années 70, il y a eu un peu... on va dire, le grand public qui a regardé droit dans les yeux le bilan de Staline et des crimes de Staline, etc., etc. Ça a commencé à sentir la chaussette et le début de la fin pour l'URSS, et ça a été la fin des années 70 en France, mais pas que en France, un peu l'effondrement de l'idéal socialiste avec l'effondrement en fait de l'idéal soviétique finalement. Et donc, il y a eu ça, et à côté de ça, du coup, il y a l'économie de marché, à travers son modèle néolibéral qui s'est vraiment installé durablement dans toutes les années 80, donc c'est les années Thatcher, Reagan, etc., etc. Et on est encore à peu près dans cette ère-là, mais cette ère-là a commencé à prendre l'eau, on va dire, avec la crise de subprime en 2008, puis la crise économique dans la zone euro juste après. Et donc c'est pour ça, là, on est un peu en fin de cette séquence. C'est les années triomphantes du capitalisme et de l'économie de marché à partir du début des années 80 jusqu'à la fin des années 2000. Mais là, on est dans un moment de crise. Alors, est-ce que c'est le capitalisme qui est en crise ou c'est juste l'ère néolibérale qui est en fin de vie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut aussi voir ça à travers ou en utilisant le concept d'hégémonie culturelle de Gramsci. Et quand je suis en mode la fin, l'effritement de l'idéal socialiste à travers l'effritement de l'idéal soviétique, finalement, et ben c'est justement à un moment donné où la seule idéologie, on va dire, qui restait et qui pouvait éventuellement convaincre les gens que l'avenir c'était ça et plus que le communisme, bah c'est effectivement le libéralisme et le libéralisme économique, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut voir ça comme le moment où le camp du capital a commencé à prendre l'hégémonie culturelle. Et quand tu regardes les produits culturels des années 80, 90, même début années 2000, t'es en mode genre, waouh, c'est les trucs en mode à l'américaine, gros capitaliste, etc., etc. Ça te vend le American Way of Life, mais tout le temps, les jouets, les dessins animés, tu regardes n'importe quelle vidéo de JDG, ou regarde des trucs des années 80, 90, c'est vraiment en mode américain et capitaliste, let's go! Vous voyez? Et en fait, toute cette phase-là, on peut l'analyser sous le prisme de l'hégémonie culturelle, concept Gramscien. J'avais jamais trop vu ça comme ça, mais oui, ça se rejoint pas mal avec ce que je peux dire avant. Intéressant. Et donc, du coup, Zoran Mamdani, dans ce cadre-là, ça serait le symptôme du début de la perte de l'hégémonie culturelle du camp du capital. Bon, on va voir. Ça tourne mal. La présidence de Joe Biden, la défaite de Kamala Harris et le succès de figures présentées comme anti-establishment, qu'elles soient ou non, montrent bien que cette hégémonie est entrée dans une crise organique. Depuis la fin des années 2000, depuis la crise des subprimes. Pour moi, c'est le moment où ça a fait en Occident. On s'est dit, attends,
Ceux qui nous vendaient la fin de l'histoire et le capitalisme triomphant comme étant la manière logique d'évoluer en tant qu'être humain qui amène bonheur et prospérité et démocratie sur toute la planète. On voit un truc comme la crise des subprimes en 2008 qui est uniquement une bulle spéculative de cons par des espèces de banquiers et de traders véreux qui voulaient se faire des couilles en or. La bulle éclate, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui se retrouvent plongées dans la pauvreté à cause de ça et on s'est dit attends, l'économie de marché hyper financiarisée, c'est un peu de la merde quand même. Ça marche pas si bien que ça. Et pour moi, justement, on sort de cette ère-là, le début de l'effritement de cette hégémonie culturelle capitaliste, on va dire ça comme ça, pour moi, c'est la crise des subprimes. Voilà. Donc c'est la fin des années 2000. Défendant toujours les mêmes intérêts, en négligeant les attentes de sa base électorale historique et en étouffant l'apparition de la moindre alternative, le Parti démocrate ne pouvait que paver la voie à l'extrême droite. Et on pourrait évidemment dire quelque chose de très similaire pour la France. Alors, à New York, là où Donald Trump a profité du putsch des institutions financières pour s'enrichir grâce à l'immobilier, là où la spéculation immobilière a fait monter les prix d'un 14 mètres carrés en coloc plus haut que l'Empire State Building, c'est pas très étonnant que Zoran Mamdani ait choisi le coût de la vie comme cheval de bataille. Zoran Mamdani has made addressing the city's housing crisis his signature issue. Non, j'ai pas lu Erwan. Je connais pas. Ah, franchement, tu compares ça. Attendez. Tu compares ça. 10 minutes 49. Tu compares ça à l'extrait de Jean-Marie Le Pen de tout à l'heure, quand même, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Je suis désolé. Attends, il est où l'autre blaireau, là? Voilà, comparez, là. Ce qu'on vient d'entendre. Les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales. Oui, bon. Les victoires idéologiques précèdent les victoires électorales. Ça me fait rire autant de voir des extraits de Jean-Marie Le Pen. Voilà, quand même, c'est différent. Il y a un peu plus de style, je suis désolé. N'importe quel être humain normalement constitué, il voit ça, il se dit ah, c'est quand même, j'ai plus envie de voter pour lui quand même. Et pourtant. Jean-Marie Le Pen, le menhir, était un visionnaire sur l'immigration. Malgré ses outrances, on n'a peut-être pas assez écouté. Voilà, c'est le discours dominant à droite et à l'extrême droite de nos jours en France. Hein, super. Alors que c'est un putain de nazi. Oui, il fait rire peut-être parce qu'il est mort. Mais alors, comment il a été mis hors de danger par la vie. Très bien. Fait pour imposer ce thème et le faire exister comme une alternative possible. Oui, parce que bon, on n'a pas les milliards des banquiers d'affaires, hein. Il n'y a pas de milliardaires de gauche, et pour de bonnes raisons. Ouais, mais l'humanité touche des subventions publiques payées par le contribuable. C'est Nicolas qui paye pour que l'Humanité, journal qui vit de subventions à hauteur de millions d'euros d'argent public, puisse continuer à faire de la propagande. Hein? Ça le dit pas Climax, hein, parce que c'est Nicolas qui paye aussi son salaire pour la vidéo. Bon, je dis ça, je travaille avec Luma aussi, sans ça je me permettrai pas de faire la blague. Bah ouais, c'est bien, allez. Qu'est-ce que tu vas faire, Nicolas? Tu vas payer pour une presse tu vas payer pour la pluralité de la presse et tu vas payer pour la propagande communiste et tu vas bien raquer, bien fermer ta gueule, Nicolas qui paye. Allez, tiens, passe-moi les subventions publiques, ça va financer moi. T'as pas trop le seum? Allez, paye et ferme ta gueule, gros bébé cadum là. Si un jour vous rencontrez un milliardaire de gauche, méfiez-vous, hein. C'est probablement 3 milliardaires de droite, les uns sur les autres, dans un imperméable. Donc déjà, il n'a pas fait financer sa campagne par des milliardaires, mais par des gens normaux. Mais ça suffit pas. La bataille culturelle, c'est dans la vie quotidienne que ça se joue. Au travail, chez le coiffeur, au bar, etc. Zoran Mamdani, il a mobilisé 90 000 bénévoles pour aller faire du porte-à-porte, tracter, aller rencontrer les gens qui, pour beaucoup, étaient très éloignés de la... Pourquoi Twitch gauchiste? J'ai dit quoi? C'est parce que je parlais des subventions. J'ai dit paye Nicolas, paye pour mes subventions publiques. Paye pour les profs gauchistes pulapis. Vas-y, paye! Politique, parfois. Qu'est-ce qui se passe? Protection contre les menaces? Au moment où vous parlez de Twitch gauchiste, j'ai une notification. Protection contre les menaces. Merci, c'était un super live. On va arrêter qui Non, je plaisante. J'ai pas peur. Ils savaient même pas qu'il y avait une élection. Ces bénévoles, ils ressemblaient aux gens à qui ils allaient parler. Ils habitaient dans les mêmes quartiers, parlaient les mêmes langues, travaillaient dans les mêmes secteurs, etc. Et ça, c'est important. Parce que Zoran, il fait des bons TikTok, mais personne vote après avoir vu un bon TikTok. Sinon, les gens voteraient pour moi. Abonnez-vous. Les gens, ils votent quand le projet politique, il existe à la boulangerie, en attendant le métro, dans la famille, au travail. Bien sûr, là, on parle d'une campagne électorale. Alors après, du coup, investir Internet et les réseaux sociaux, ça participe à faire ça. Voilà. Mais c'est pas juste les TikTok. Ça participe à mettre de la politique et mettre le projet, mettre la proposition sur la table, quoi, on va dire. Et après, en parler, en débattre, etc., etc. Ça participe à ça, mais c'est qu'une pierre à l'édifice, quoi.
Voilà. C'est pas du tout ça dont parlait Gramsci. Tout l'enjeu, c'est de convertir cette mobilisation en une organisation solide et pérenne qui existe au-delà de la campagne. Oui. Bon, pour Gramsci, c'était évidemment le Parti communiste, mais nous, on va pas refaire tout pareil parce qu'il y avait quand même pas mal de critiques à faire, hein, mais je vais pas les faire parce que sinon je vais me faire virer. Non mais J'ai failli faire la blague, j'avais fait la blague. Parti communiste, l'humanité. Fabien Gay, directeur du journal, sénateur PCF. Tu vas te faire virer, Climax. Mais c'est bien du coup, je regarde ça, je suis en mode genre, ok, je sais jusqu'où moi-même je peux faire des blagues dans l'émission de Climat. plus sérieusement, ça c'est vraiment un point très important de la pensée de Gramsci. La bataille culturelle, ça doit s'appuyer Alors moi j'ai une vraie critique à faire sur les vidéos de Climax, mais c'est pas sur Climax, c'est sur les musiques utilisées. Parfois je trouve qu'il y a trop des trucs en mode c'est une boucle de trap un peu banale, un peu basique, un peu gaze. Moi je trouve personnellement. Genre là, attendez, à 12 minutes 18, là au début c'était écoutez la musique derrière. Son de bataille culturelle. Mais attention, Truc pas parce qu'il fait des millions de vues sur TikTok. Moi je trouve ça un peu nul, j'aime pas trop comme musique d'habillage. Mettre des trucs un peu rap comme ça, on se croirait dans un petit short du Parisien ou du Huffington Post. Par contre là du coup, c'est mieux, là je préfère, là j'aime bien. Travail. Bien sûr, là on parle d'une campagne électorale. C'est pas du tout ça dont parlait Gramsci. Là il y a un petit côté un peu mariachi là, un peu musique latine que j'aime mieux déjà. Voilà. De convertir cette mobilisation en une organisation solide et pérenne qui existe au-delà de la campagne. Bon, pour Gramsci, c'était évidemment le Parti communiste, mais nous, on va pas refaire tout pareil parce qu'il y avait quand même pas mal de critiques à faire. Hein. Ouais, on va pas refaire la NUPES. On va pas refaire le PC. Faut un cap clair. Mais je vais pas les faire parce que sinon je vais me faire virer. Non mais plus sérieusement, ça c'est vraiment un point très important de la pensée de Gramsci. La bataille culturelle, ça doit s'appuyer sur une organisation politique puissante, capable de former et d'être transformée par les gens qui la constituent. Ça veut dire qu'elle doit constamment s'adapter aux aspirations des gens, notamment en s'appuyant sur les mouvements sociaux. Et ça aussi, Mamdani l'a fait, par exemple avec le mouvement pro-palestinien, sans qu'il ait eu besoin d'en faire un thème de campagne, parce que lui-même est militant depuis des années. Ne pas bégayer quand on parle de dénoncer un génocide, c'est genre le minimum du minimum, hein, si tu veux faire adhérer à ton projet des gens de gauche. Hein. Celles et ceux qui attaquent là-dessus, sur les plateaux télé un peu partout, c'est juste les dernières personnes à se ranger du côté du projet hégémonique de la bourgeoisie, qui, de toute évidence, ne sait plus vraiment comment se justifier. Bon, Gramsci c'est un peu compliqué, mais si vous devez retenir qu'un seul truc, c'est que la bataille culturelle, ça se mène au quotidien, chez les gens, face to face, et ça peut aboutir que si ça s'appuie sur une organisation politique solide, capable de créer des alliances entre les groupes sociaux et de s'adapter constamment aux aspirations de celles et ceux qui la constituent. Alors oui, Zoran Mamdani a été élu à New York et il n'aurait peut-être pu l'être nulle part ailleurs, mais c'est normal. Il a su mobiliser massivement parce que son projet politique parlait aux gens. Il répondait à leurs attentes, il a fait une campagne avec leur manière de parler, en cohérence avec leurs pratiques culturelles. Oui, et d'ailleurs le fait que ça soit une esthétique aussi stylée, qu'on se dit « Waouh, il est stylé ! Waouh, il est cool ! Waouh, le choix des musiques, l'esthétique, sa campagne, je veux dire, pas sa campagne, mais son équipe audiovisuelle qui faisait des vidéos super cool. Mais pourquoi c'était super cool les vidéos ? C'était pas super cool parce qu'elles étaient super cool. C'était super cool parce qu'elles étaient new-yorkaises dans l'âme. Et New York, c'est stylé quand même. New York, c'est une ville qui est censée être un peu stylée. Et même dans l'imagerie, tu vois, c'est l'imagerie, le logo et tout, c'était les trucs des bodegas new-yorkaises, les espèces de commerces new-yorkais qui s'appellent des bodegas, avec toute une esthétique qui va avec. La musique, ça sentait un peu les 70s et tout, ça faisait très New York, quoi. Je parlais de la série The Deuce tout à l'heure, ça faisait penser à ça. L'esthétique qu'a charrié la campagne de Zoran Mamdani, c'est un truc qui est profondément new-yorkais, quoi. C'est un truc où les new-yorkais pouvaient le voir et se reconnaître dedans. C'est pas une esthétique qui est cool pour être cool. Elle est cool parce qu'elle est new-yorkaise et elle marche. Parce que c'est une campagne à New York. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais ça me paraît évident maintenant que je le dis. Donc c'est pour ça que LFI qui reprend tel quel quasiment les visuels de Zoran Mamdani pour François Piquemal, maire de Toulouse, bah c'est pas la bonne bataille culturelle ça. Je dis ça force à François Piquemal, hein, moi je l'aime bien. Je dis pas du tout ça pour ça, mais j'avais vu des affiches en mode François Piquemal avec Zoran Mamdani. Et c'était vraiment, il avait copié la typo quoi. Mais non, il faut une esthétique toulousaine pour gagner la campagne à Toulouse. Ça serait quoi une esthétique toulousaine ? Mamdani, il avait fait une esthétique typiquement new-yorkaise et ça a bien marché parce que ça participait à faire ce truc de l'ordre de la bataille culturelle, quoi, entre guillemets, parce que c'est new-yorkais. Mais voilà, faut un truc avec du cassoulet, avec des saucisses. Faut un truc qui soit toulousain. Les Toulousains, ils voient l'esthétique de la campagne de François Piquemal et les thèmes abordés, évidemment, mais sur les thèmes abordés, je me fais pas de soucis. Ils voient ça et ils sont en mode genre, bon, en tant que Toulousain, j'ai envie de voter pour lui, vous voyez. Mais on peut pas juste copier l'esthétique et la coolitude de Mamdani.
Je veux dire, le fait que Mamdani soit cool, c'est parce qu'il est ultra new-yorkais sa mère. Et tout l'aspect un peu cosmopolite de la ville, quand je dis cosmopolite, c'est pas un dog whistle antisémite, c'est vraiment New York, ville-monde, vous voyez, est très très bien représenté par Zoran Mamdani, citoyen américain, de parents indo-américains qui a grandi en Ouganda, quoi. Citoyen du monde un peu, le Mamdani. Et bah, ultra adapté à la ville de New York. Son esthétique stylée, ultra adapté de la ville de New York. Son côté très propre sur soi, petite cravate, wink wink, mais quand même je suis cool, ultra adapté à la ville de New York. C'est New York personnifié, l'homme et la campagne. Et c'est ça qui marche dans le mode bataille culturelle. Donc on peut pas juste copier Mamdani et l'appliquer en France. Pour copier Mamdani au municipal, il faut que le candidat à la mairie de Lille, il fasse un truc purement lillois, quoi. Vraiment une esthétique lilloise, quoi. Vraiment, de la bière et des frites. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à Lille. Il faut que François Picmal à Toulouse, si on parle de François Picmal à Toulouse, par exemple, s'il veut vraiment copier Mamdani, au lieu de reprendre les typos, il doit faire une campagne cassoulet. Cassoulet, la ville rose. Nougaro, cassoulet, quoi. Voilà. C'est ça, la formule Mamdani. C'est pas juste être cool. Pas en allant se battre sur le terrain. Nantes, des punks à chiens et des... Non, ça c'est plus Rennes. Je sais pas. Extrême droite, mais en partant de ce que voulait sa base électorale, sans accuser un groupe ou un autre de ne pas avoir bien compris comment on fait la gauche. Est-ce que vous pensez que Mamdani, il aurait mobilisé aussi massivement s'il avait dénoncé les dérives du wokisme, s'il avait passé son temps à rappeler le droit d'Israël à se défendre, ou vilipender le communautarisme religieux ? Et si finalement l'enjeu c'était pas tant de trouver le Mamdani français, mais une manière d'exister dans la vie des gens, autrement qu'à la télé en période électorale. Faire exister la gauche là où elle n'existe pas, au travers d'une organisation dans laquelle des mouvements féministes, écologistes, antiracistes pourraient se retrouver sans être utilisés comme caution politique. Une organisation capable de nouer des liens avec les syndicats de lutte. Alors oui, c'est pas facile, mais ce sera pas possible autrement. Plutôt que de se débattre avec le vieux monde qui meurt, est-ce qu'il serait pas temps d'en proposer un nouveau ? Oui, mais le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur naissent les monstruosités, donc on fait comment ? Peut-être qu'on doit nous-mêmes devenir monstrueux. Monstrueusement cool. Comme Zoran Mamdani. Bon, bref. Ok, intéressant. J'aime bien. Très bonne vidéo, c'est fini. Très bonne vidéo, hein. Je vous remets le lien, franchement c'était cool. Et c'était très très sympa à react parce qu'en vrai les vidéos sont rigolotes, il y a moyen de rebondir et il y a moyen de faire du bon react, je trouve que c'était cool. Et là je suis content là de ma petite conclusion avec pour faire du Mamdani, il faut faire un truc new-yorkais. Pas faire un truc à la Mamdani, faut faire un truc adapté à la ville, quoi. Voilà, si tu veux gagner la mairie de Paris, faut faire une campagne basée autour de la mauvaise MDMA et des rats. Typiquement. À Grenoble, faut faire une campagne axée autour du tacos et de la pollution. Voilà. C'est vrai. Bah, Dati a toutes ses chances, elle représente bien Paris, Dati, hein, pas le Paris qu'on aime, hein, mais pas le Paris populaire, mais ouais, hein. Elle a peut-être ses chances, hein. Elle a peut-être ses chances aussi pour ces raisons-là. C'est pas impossible. Des pintes à 12 €, voilà, exactement. Faut faire une campagne axée sur les soirées, les pintes un peu trop chères, ça sera en mode genre, le prix de la pinte, des pintes à 7 € dans tous les troquets de Paris, pour rendre Paris accessible à nouveau, la pinte doit être à 7,50 € même dans les beaux quartiers. Alors après, il y a des gens qui vont dire 7,50 € la pinte, Ribo. Ah, ça se voit que t'es vraiment un sale parigo. Moi, dans mon bled paumé où il n'y a rien à faire, elle est à 3 € la pinte. Bah, je m'en bats les couilles. Je suis en forme aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Bon, si vous regardez ça sur YouTube, en tout cas, abonnez-vous. Ça sera ma conclusion. Et vive Gramsci.